Eh bien bonjour, ravi d'être avec vous ce vendredi 3 juillet, la veille de l'Independence Day, puisque c'était férié aujourd'hui donc sur les marchés américains. Ça ferme d'ailleurs à 19 heures sur les contrats à terme, sur les contrats futurs. Et nous avons ici donc le rappel légal que vous avez en incrustation. Et nous allons pouvoir démarrer sur les actifs traités et nous allons faire sans tarder. Eh bien, une découverte, donc, comme on l'avait fait déjà hier, les deux graphiques. Alors, on va pas reprendre exactement pareil. On va quand même faire le fil rouge qui consiste à faire le S&P 500. Mais après, donc, par la suite, nous parlerons. D'ailleurs, j'avais envie de vous dire qu'on va faire de la magie aujourd'hui avec des actifs, notamment avec bon, le Nasdaq 100 qu'on étudiera après le VIX, ensuite le DAX. Après le WTI, le pétrole, le crude oil. Ensuite, nous aurons le Dow Jones. Et on terminera par la devise européenne confrontée au dollar, cotée en dollars. Alors déjà, au niveau de la clôture du marché européen, nous avons un CAC qui clôture à 5007,14. J'espère que ça ne bougera plus. En baisse de 0,84%. Et nous avons un DAX qui, lui, clôture à 12 515. C'est quand même pas mal par rapport donc, à la journée que l'on a eue aujourd'hui, en baisse de 0,74%. Alors pourquoi donc nous avons baissé? C'est essentiellement donc à cause du fait que nous ne sommes pas soutenus par le marché américain. Quoique, si le marché américain avait été ouvert, peut-être qu'il nous aurait un peu plus enfoncé. C'est surtout toujours pareil, la même question que l'on se pose, savoir si eh bien, nous avons des cas sanitaires qui sont ignorés ou est-ce qu'ils vont être enfin donc pris en compte, puisque quand même nous avons dépassé pour la première fois le nombre de 200 000 nouveaux cas contaminés par le Covid hier, alors qu'avant-hier c'était 197 000. Le nombre total cumulé du nombre de personnes qui ont été contaminées, eh bien, nous avons dépassé les 11 millions. Vous me direz, à l'échelle de la planète, c'est pas très important hein, sur 7 ou 8 milliards d'êtres humains, mais bon, on sait, c'est surtout la peur et la contamination qui se fait que justement, donc, n'importe qui peut être touché par ce virus sans le vouloir. Et puis également aux États-Unis, nous avions 51 000 nouveaux cas avant-hier, et là aujourd'hui on est à 57 000, donc c'est encore un record de nouveaux cas aux États-Unis. Et c'est vrai que pour l'instant donc ça ne fait pas bouger un cil à l'économie américaine. Sur ce côté-là, c'est glorieusement ignoré. Il n'y a que les flux qui comptent. Voilà, il n'y a que ça. Et par contre, en Europe, il y a quand même également des réactions, notamment de la Serbie, qui a déclaré vendredi donc un état d'urgence à Belgrade, en réimposant à nouveau donc des restrictions, donc de confinement, parce qu'il y a eu une recrudescence des infections. Et voilà, bon après il y a d'autres exemples aussi, hein, au Japon, en Indonésie, où il y a eu 1300 nouveaux cas qui ont été bon. C'est quand même important et forcément donc à un moment donné on se demande donc si on n'est pas revenu au mois de janvier-février où on ignorait glorieusement les cas de coronavirus, on cassait les records et à un moment donné donc la réalité s'est imposée à nous d'une façon évidente. Alors le S&P à gauche nous avons donc la version en daily, c'est-à-dire en version quotidienne, où chaque bougie donc représente une journée. Et à droite, nous avons dans l'unité 15 minutes. Et là, on s'était arrêté là. Je ne sais pas si vous vous souvenez hier, où justement, je m'étais permis donc de faire ce gap du 11 janvier, qui correspondait donc le 11 janvier, qui correspondait donc à ce jour-là, 11 janvier, 11 juin, pardon, du 11 juin,
qui correspondait donc à ce grand Maro-Bouzou baissier. Donc là, je vais l'entourer, là. C'était ça, ici, ce jour-là. Et c'est vrai que sur le CFD, il n'y a pas de gap de cotation, il n'y a pas de trou de cotation parce que ça cote H24. Par contre, sur le marché cash, il existe, et donc j'ai voulu donc vous le représenter. Et force est de constater que les prix, lorsque l'on était donc en direct, eh bien, on était en train de les attaquer. Et force est de constater que cette zone, qui normalement donc a une comme fonction de repousser les prix vers le bas, puisque c'était un gap baissier, eh bien ça a fonctionné, donc ça a bien repoussé les prix donc vers le bas. Également, il y avait donc ce fameux biseau ou trend dossier que j'avais mis en pointillé, qui devait donc symboliser justement une structure d'épuisement, qui donc est ce que l'on ne voit pas en épuisement ici, enfin, premier coup d'œil. La bougie d'aujourd'hui, qui est donc essentiellement sur les futurs, on est d'accord, hein, pas sur le marché cash. Ça ferme à 19 heures. Hein. Le marché futur aussi. Ça ferme plus tôt, ça ferme pas à 22 heures. Eh bien, nous voyons aujourd'hui donc une bougie rouge, donc qui traduit bien donc cet épuisement, qui n'était pas forcément visible en daily. Par contre, en intraday, donc on le voit, et également il était renforcé par justement ce que j'avais mis ici, donc les divergences baissières que l'on avait également sur le stochastique, vous voyez, également sur le petit sommet, hein, ici, là, à droite, hein, je regarde à droite sur le graphique de droite, sur le RSI, et donc on voit bien donc l'impact que ça a eu sur la suite des événements. Et depuis, eh bien, nous sommes sortis donc de ce biseau, et également on peut constater qu'il y avait une forme donc peut-être d'épaule, tête-épaule, qui aurait précipité les prix, quoique le prolongement ici n'existe pas. Et peut-être que effectivement cette structure, ça n'est peut-être pas exactement celle-ci, donc du coup je vais la modifier, je vais épaissir mon trait, je vais changer de couleur, je vais le mettre en bleu, et pour essayer de trouver ailleurs justement où serait cette structure en épaule, tête-épaule. Et il me semble qu'elle est plus rentable à cet endroit-là, puisque nous aurions, alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir une ligne de coup haussière. Pour qu'une épaule tête-épaule soit efficace, il faudrait que la ligne de coup soit toujours haussière. Bon, ce n'est pas toujours le cas, il y a des exceptions qui confirment les règles. Notamment, il y en avait une fois que j'avais validée donc, sur l'euro-dollar et qui avait bien fonctionné sur une recommandation. Mais là, ici, donc, elle est haussière, c'est idéal. Donc, nous aurions ici une épaule à gauche, une tête, ici, et une épaule, une structure complexe, un peu plus complexe, à droite. Et nous aurions cassé donc cette ligne de coup, eh bien, aujourd'hui, à la hauteur sur le S&P, autour des 3122, 123. Bon. Et nous voyons également que sur l'unité 15 minutes, nous avons la moyenne mobile à 144 périodes, qui est une moyenne de Fibonacci, eh bien, qui est aplatie, mais qui est même maintenant baissière. Et derrière, donc, arrive forcément la moyenne mobile à 55 périodes, qui, si effectivement le marché donc, le confirme, devrait normalement croiser la baisse. Par la suite, eh bien, la conséquence et l'enchaînement serait que on s'arrête momentanément sur la 377 et que l'on commence à nouveau donc aussi à l'aplatir, donc aux alentours des 3100 points, 3097 points, pour après donc enchaîner donc sur une correction baissière. Mais on voit que là, il y a vraiment une claire inflexion donc des moyennes mobiles. Et on ne peut pas vraiment dire que ce soit donc du meilleur goût justement pour une continuité haussière. Du côté donc du daily, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement donc nous avons bien échoué donc dans ce gap baissier une nouvelle fois, puisque les mèches donc ont été donc rompues. Et l'idée donc c'est que l'on vienne enfin les mèches ont rompu donc la hausse, et l'idée donc c'est qu'on vienne donc suivre ce triangle qui a été cassé à la hausse, mais comme il a été cassé assez tard, eh bien la portée donc de cette cassure était forcément minorée, c'est ce qui avait été dit hier, je réédite encore aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut très bien donc rester à l'extérieur du triangle, bien évidemment, et donc suivre cette droite qui a toisé les prix, qui a résisté à la hausse et qui devrait normalement
supporter les prix maintenant à la baisse. Allez, on va passer donc sur le VIX. Justement, on en avait parlé également. Vous vous souvenez, j'avais fait donc ce fameux biseau ici, un peu plus large. Et par rapport à celui-ci, bon, je ne vais pas y toucher, mais globalement, donc le biseau intérieur, eh bien, il était un peu abîmé. Par contre, il y a une chose quand même qui était importante, c'était ce fameux gap qui est visible également sur le VIX, celui qui est coté sur le Chicago Board, donc aux États-Unis. Il y a donc 1,5 point d'écart et on s'est arrêté dessus. Donc c'était fait en direct. Regardez hein, le Market Insight d'hier. On était dessus et on a vraiment rebondi avec une très belle structure d'ailleurs qui pourrait rappeler actuellement donc sur l'analyse matinale. Je fais des points théoriques et ça rappelle, même si elle n'est pas parfaite, loin d'être parfaite. Nous avons une structure en étoile du matin qui rappelle donc une structure en étoile du matin. Normalement, on doit avoir un gap entre les corps. On voit que là, il y a, par rapport à la baisse et au doji, c'est bon. Par rapport à la hausse, c'est pas bon. Mais globalement, donc, moi, je la valide. C'est quelque chose qui me semble correct. Maintenant, si le rebond est suivi sur le VIX, forcément, comme c'est donc contrarien, nous devrions avoir une baisse sur le S&P 500 et donc ça corrobore bien l'idée que l'on a vu tout à l'heure, donc d'une continuité baissière. Là, ce que l'on voit, c'est que effectivement sur le DI+ et DI-, eh bien, il y a une totale indécision, mais en réalité, le croisement que l'on devrait avoir entre le DI- et le DI+, puisque si effectivement donc, on continue à baisser, le moins devrait passer au-dessus, le plus devrait passer en dessous, qui devrait donc normalement donc, symboliser une tendance baissière. Mais, tout comme nous avons également des refus de croisement, des non-croisements haussiers ou baissiers, et que généralement c'est une catapulte. Hein, quand on fait un non-croisement à la baisse sur les moyennes mobiles, c'est une catapulte haussière. Et bien là c'est pareil sur le DI+, DI-, si nous avons un non-croisement ou un faux croisement entre le DI+ et le DI-, c'est-à-dire que le moins qui était en bas eh bien, est rejeté, repart à la baisse, le plus qui était en haut est rejeté, repart à la hausse, et là nous avons vraiment une superbe catapulte haussière. Je ne sais pas si oui, voilà. Alors là, il est moins aigu que ce que l'on a là, parce qu'on est carrément en contact. Et c'est exactement ce qu'il y a eu là. Hein, on a eu donc un rejet donc entre la hausse et la baisse, et on a vu ce que ça a pu donner donc par rapport donc au mouvement qui s'est déroulé derrière. Allez, on va passer donc ensuite sur des nouveaux indices que l'on n'a pas vus hier. Et donc là, on va faire donc un travail qui est vraiment donc vierge au niveau donc enfin, j'ai mis quelques petites annotations, mais c'est vraiment vierge. Alors, pourquoi j'ai mis AB? Parce que il s'agit ici du Nasdaq 100, qui, alors là, il est en daily, donc on peut remonter, 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 pour montrer à quel point, quand on était en 2010, même avant, hein, parce que là, ici, le curseur, il nous emmène aussi, ouais, 23 novembre 2010, on était donc sur les points bas, donc aux alentours des 1973 points, d'accord? Et là, nous sommes à 10 300 points. Voilà, ça donne une petite idée quand même de la progression. Et donc, toute cette hausse, de la même manière que sur le S&P, quand on était donc en mars 2009, sur le point bas, on était à 666 points à peu près. Donc, on voit que là, actuellement, on est à 3000, on avait eu 3100 points à peu près. Eh bien, nous devrions corriger donc toute cette hausse quasiment ininterrompue de 11 ans actuellement. Et généralement, donc, les corrections s'en font en 3 vagues. C'est pour ça donc, que j'ai mis ABC. Alors certains vous diront, oui, mais attendez, là, votre vague A, ok, d'accord, il y a une vague A correctrice, très bien, mais la vague B, elle ne doit pas monter plus haut que... Eh bien si, ça peut arriver. On appelle ça donc des corrections, des vagues d'élargissement flat, oui, c'est des flats élargis en quelque sorte, où la vague B peut dépasser le départ de la vague A, et la vague C, elle peut même très bien s'arrêter au-dessus, mais enfin bon, on va dire qu'elle va descendre d'une façon classique en dessous. Donc, je pense qu'on peut avoir quand même ici une vague B. Et ce qui est également intéressant, donc en daily, comme on le voit là, eh bien comme justement vous avez compris que j'aime faire des biseaux et des divergences baissières, eh bien là ici nous avons, regardez voir,
une oblique qui monte, on est d'accord. Ensuite, nous avons ici sur le DI+, une oblique qui baisse, on est d'accord. Et en ce sens, eh bien, quand on a ça, on appelle ça une divergence baissière, puisque lorsqu'on a des prix qui font des plus hauts, eh bien, on a normalement un DI+, qui lui doit aussi faire des plus hauts, un peu comme là, on monte, donc le DI+, fait des plus hauts. Et on voit qu'à partir du moment où il fait des plus hauts moins hauts, comme ici, par rapport à cette pointe haute ici, eh bien, c'est une cata derrière, hein, on a une cata baissière. Alors, je ne dis pas que l'on va avoir une catastrophe baissière, mais quand même, nous avons quand même un premier. Tiens, d'ailleurs, pour avoir donc une confirmation, on va aller chercher le RSI 14, un RSI classique. J'aime utiliser justement donc les... Ah, je passe devant à chaque fois. Les oscillateurs classiques, pas des oscillateurs maison, pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde travaille avec les mêmes données. Parce qu'aux États-Unis, on travaille aussi avec le RSI 14. Et donc, normalement, donc une étude qui est faite à New York, si elle est faite d'une façon honnête à Paris, la même, on devrait avoir normalement le même résultat. Donc, on utilise les mêmes oscillateurs. Et bien là, on trouve aussi la même chose, une divergence baissière. Je ne vais pas prendre le MACD, vous regarderez. Le MACD, à mon avis, vous avez aussi une divergence baissière. Et en dessous, eh bien, je vais y mettre, voilà. Alors là, pour le coup, vous allez me dire, oui, mais vous avez dit que pour faire un trait, il ne faut pas avoir deux points. Oui, c'est vrai. Maintenant, ici, on va considérer que c'est une structure et que en biseau, et que là, donc ma structure en biseau, elle a 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, effectivement, là, ici, il y a eu 2 points, mais enfin bon. L'important, c'est que vous avez ici en haut une oblique qui monte, avec en bas sur les oscillateurs des obliques qui descendent, donc vous avez des divergences baissières. Si c'est inscrit à l'intérieur d'un biseau qui a connotation forcément baissière, eh bien vous avez tous les ingrédients qui pourraient nous dire que nous avons peut-être ici une vague B pour aller chercher ensuite une vague C. Donc là, après, quand est-ce qu'elle va démarrer à la baisse? C'est la seule question que l'on ait, c'est quand. C'est pas si elle va l'avoir. On va l'avoir, mais quand, ça c'est compliqué. Alors, quand on regarde à droite, en H1, eh bien, on a tout un décompte. Alors, on va pas non plus regarder parce que là, après, ça va être assez compliqué de tout regarder, mais on voit qu'il y a des sous-vagues à l'intérieur, puisque à l'intérieur de ces fameuses vagues en ABC, eh bien, elles peuvent se faire en 3, 3, 5, en 5, 3, 5. Généralement, quand on est en impulsion, on est en 5 vagues, quand on est en correction, on est en 3 vagues. Et là, donc, à l'intérieur de ces vagues correctrices, qui sont donc en 3 vagues, A, B, C, correctrices, 3 vagues, eh bien, à l'intérieur donc de ces vagues A, B, elles peuvent être en 5 vagues, et donc elles sont ici donc détaillées. Je ne vais pas le faire, après ça va être trop compliqué à regarder, mais ce qui est important, c'est justement ce que je me suis permis donc de dessiner, justement, hier, c'est que la vague 5, qui devrait normalement terminer la vague B, eh bien, je lance l'hypothèse, je l'ai rectifié hier, puisque forcément on a dépassé plus haut, ce qu'elle était précédemment ici, je ne triche pas, elle était ici, donc c'est vrai, je l'ai modifiée pour la mettre ici. De toute façon, avec Elliott, c'est seulement après, quand on sait que le décompte est bon. Avant, ce ne sont que des canevas qui nous permettent donc de lancer donc des hypothèses et des stratégies. Ce que je fais. Et là, donc en haut, nous avons quelque chose qui ressemble donc à un triangle symétrique de haute tendance. Et c'est vrai qu'on pouvait donc casser à la hausse, mais enfin bon, là, on parle plus de mât, hein, parce que là, ce serait plutôt c'est plus un arbre. Ça serait plutôt un arbre qui monte jusqu'au ciel. Et comme on sait que ça arrive toujours, non, non, bien sûr, ça n'arrive pas. Hein. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et par contre, donc le fait d'avoir cassé, eh bien fait que actuellement, la question à savoir, donc est-ce qu'on va continuer? Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure par rapport au S&P, c'est que euh, nous avons fait un gap haussier. Et de la même manière que, je vais me revenir un peu en là. De la même manière que lorsque l'on avait donc ici à cet endroit fait le fameux gap qui avait formé donc ce gap du 23 juin ici, eh bien, ça rappelle assez curieusement ce qui se passe actuellement là. Parce qu'ici, nous avons fait un gap haussier aussi, un gap baissier, on était tombé. Là, nous avons formé un gap haussier et si effectivement ça continue, puisqu'actuellement sur le Dow Jones on perd 100 points,
eh bien, il est probable que nous fassions la même chose également. Si ça ouvre dans les mêmes conditions à la baisse, nous aurions donc un gap baissier pour lundi. Ce qui veut dire que globalement, on pourrait retrouver donc la même forme que l'on a eu donc précédemment. Bon. Donc, on va pas en dire beaucoup plus sur le Nasdaq. On a déjà bien avancé. On va avancer sur le DAX. Le DAX, eh bien, on retrouve ici donc en daily à peu près toujours les mêmes formes. Hein, vous avez remarqué. Hein. D'ailleurs, on considère justement qu'il n'y a pas plusieurs marchés en fait dans le monde. Il n'y en a qu'un seul. Simplement, donc, il ne ferme jamais. Et un actif va en influencer un autre, puis un autre. Et en réalité, donc, c'est un seul marché. Simplement, c'est un marché constitué donc de plusieurs produits. En fait. Là, ici, donc, vous avez donc un trend dossier. Dessus, donc, on avait pu donc dessiner également un triangle, au-delà duquel donc nous sommes sortis par le haut. Nous sommes sortis très tard sur ce triangle. Alors, bien sûr, peut-être que là, j'ai un peu triché. Peut-être qu'il était comme ça, hein, effectivement. Mais vu qu'on sort très tard, de la même manière, la portée est faible. Et de toute façon, pour que l'on puisse aller beaucoup plus haut, il faudra donc vaincre la moyenne, enfin la moyenne mobile. Oui, c'est une moyenne mobile un peu particulière, donc c'est la bande Bollinger supérieure, pour qu'elle puisse diverger et partir à la hausse au-delà des 13 000, 14 000. Et là, c'est loin d'être gagné, surtout qu'en plus, comme on avait vu tout à l'heure, quand on est tendance haussière, le bon ordre des moyennes mobiles, donc en bleu à 55 périodes exponentielles, hein, ce sont des moyennes mobiles exponentielles de Fibonacci. En bleu, ensuite, en dessous, on a la 144 en orange, en dessous, on a la 377 en marron, et c'est le bon ordre généralement quand on est à la hausse, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez, toujours comme ça, on est à la hausse. Voilà. Et à chaque fois, ici, on peut avoir des hésitations, mais globalement, donc, c'est dans ce bon ordre-là pour que l'on puisse monter. Et là, actuellement, il est dans le mauvais ordre, puisque il faudrait donc que la moyenne mobile à 55 périodes soit là. En dessous, on devrait avoir l'orange, en dessous, la marron. Là, c'est l'inverse. Ce qui veut dire que si on veut vraiment passer à la hausse, il y a quand même du travail pour que l'on ait ici ces croisements-là. Et honnêtement, avec ces hésitations d'aujourd'hui, voilà. Bon. Donc, il va falloir un petit peu attendre. Maintenant, quand on regarde ici en daily, mais on peut regarder en H4, ce sera quand même beaucoup mieux. Sinon, c'est la même figure, ça n'a aucun intérêt. Eh bien, ce qui se passe depuis sur le DE30, hein, depuis que nous sommes sortis donc de son range, qui a duré quand même plus d'un mois, nous avons eu un vrai directionnel. Par la suite, donc, j'avais communiqué sur le fait que si on arrêtait donc de diverger, notamment en daily, eh bien, nous allons donc peut-être rentrer non pas dans une baisse profonde, mais plutôt dans une dérive latérale. C'est ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai illustré cette dérive latérale avec ce rectangle rouge. Et donc, si on reprend donc le fameux triangle, on va le dessiner ensemble. Le triangle, le voilà. Ici, on va le tracer comme ça. Voilà. Si les annotations me gênent un peu après pour pouvoir... Ouais, là, c'est le cas typique. Voilà, je remets mon range. Eh bien, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'en réalité, donc, on est bien sorti du triangle, mais on est resté à l'intérieur du range. Là, ici, ce sommet-là, pas vraiment dire qu'il a été vraiment vaincu, hein, cette mèche-là non plus. Et l'idée donc qui avait été proposée justement dans les analyses matinales, c'est qu'on aille, alors, bon, on pouvait aller potentiellement plus haut, mais globalement, on pourrait donc continuer à suivre donc cette oblique sur laquelle donc on a été cassé, sur laquelle on pourrait s'appuyer. Au niveau des oscillateurs, eh bien, on voit que là, donc, il y a donc un grand risque en H4 d'avoir donc un franchissement donc du stochastique donc par le bas. Nous voyons qu'au niveau de l'ADX, il n'y a pas de relais de la tendance, puisque pour que l'ADX soit porteur, il faut qu'il soit au-dessus de 25. Au-dessus de 25, on est en tendance. En dessous, il n'y en a pas. Et là, c'est plutôt encéphale plat, coma. On n'a vraiment pas grand-chose donc à se mettre sous la dent. Donc pour que ça monte, on ne monte pas dans le vide. Hein. Appuyer sur l'accélérateur, mais en laissant donc le levier au point mort, ça avance pas beaucoup. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Donc, il faudra suivre, mais a priori, donc, pas bon. Le pétrole. Alors là, à gauche, vous avez le pétrole. Sans aucun artifice, sans rien. Je vais simplement y mettre un cercle pour montrer un petit peu d'où on vient. Eh bien, ici, ce pic-là, c'est quand on était descendu. Alors là, on est descendu donc sur le contrat
que XTB donc propose à 6,50. Par contre, le fameux contrat qui était arrivé donc le dernier jour, on avait fait moins 37 dollars. C'était un contrat qui était très particulier, hein. C'était le dernier jour où ils se sont délestés donc justement de ce qu'ils avaient encore dans les soutes, si on va dire, si on veut dire. Et c'est pour ça qu'on est arrivé donc dans une anomalie aberrante. Mais bon, globalement, le pétrole, ils sont à 6, c'est déjà quand même déjà pas mal. Et depuis, on est remonté à 40. Mais ce que l'on voit surtout, c'est ce gap-là. Vous voyez, ce gap, ce trou de cotation là, il est béant. Mais il est béant en dessous donc de niveau quand même support important. Même celui-ci. Bon là, ici, on va dire que c'est une excroissance, mais c'est surtout donc ces réactions haussières où là, généralement, donc, à chaque fois, donc, on rebondit hein, sur une zone. Je vais vous la dessiner. Hein, c'est cette zone-là, grosso modo. Et il se trouve que, bon, elle n'est pas en vert, enfin si elle était en vert ici, elle était support, maintenant elle est en rouge. Mais ce qui était important donc de voir, c'était que là, on est revenu dans la zone. Alors là, vous avez à gauche le pétrole en weekly, en données hebdomadaires. Hein, c'est pour ça que justement, on n'a pas beaucoup de bougies. Maintenant, si je le passe en données daily, on n'aura pas beaucoup de choses en plus hein, d'intéressant. Simplement, les bougies vont être un peu plus euh, ramassées, en quelque sorte. Ce qui est gênant, c'est que jusqu'ici, je n'étais pas négatif sur le pétrole, j'y suis pas encore, parce que cette dérive-là, elle était attendue, puisqu'il y avait donc une recommandation qui envoyait donc les prix sur un objectif à 41,20, si ma mémoire est bonne. Depuis donc l'idée donc c'était de dériver, on dérive, mais si ça dure vraiment, on risque donc, comme je le propose à chaque fois, hein, c'est qu'on aplatisse les moyennes mobiles et après on risque de tomber. Et là, le fait que l'on consolide ensuite à l'intérieur de ce gap-là, c'est pas bon. Le voilà, ce gap. Ce gap, nous l'avons ici. Et nous avons donc les prix, donc justement en H4. Et donc le gap que vous avez ici, il est là. Et à partir du moment donc, où on reste à l'intérieur, qu'on n'arrive pas à le franchir, ça veut dire qu'il a une influence très négative. Et quand on voit ces moyennes mobiles qui sont très haussières, elles supportent les prix. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais si ça continue, forcément, ces moyennes mobiles, à force de dériver, elles vont s'aplatir. Et leur influence, justement, donc de support, grâce justement à leur orientation haussière, un peu comme les algorithmes, hein, d'ailleurs, ils utilisent justement, pour la plupart, hein, c'est de l'analyse technique qu'ils utilisent, hein, ils utilisent des moyennes mobiles. Eh bien, si on est en tendance, ça fonctionne. Si à un moment donné, les moyennes mobiles deviennent plates, ça fonctionne plus. Ils vont proposer n'importe quoi. Un coup à la hausse, un coup à la baisse, c'est un retour à la moyenne à chaque fois. C'est une sinusoïde. Et là, je risque donc d'être effectivement inquiet sur la suite pour le pétrole si on reste trop longtemps encore dans cette zone, c'est-à-dire entre 40 et 36, hein, 36. Ça serait vraiment compliqué pour la suite. Le Dow Jones, le voici ici. Alors pareil, en weekly, là je vais reculer pour montrer donc d'où on vient. Pareil, en 2008, cette fois-ci, on peut revenir un peu plus loin. Là, on a vraiment le bas hein, du mois de mars. C'est vraiment le bas, tout bas. 6500 points. Mois de mars 2009. On est monté quand même à 30 000. Voilà. Bon. Donc, ça veut dire que si on corrige cette tendance-là, allez, on va utiliser, je ne comptais pas le faire, mais on va quand même le mettre. Moyenne de Fibonacci, enfin le retracement de Fibonacci. Regardez, si même on retrace pour revenir, comme là on l'a fait, aux alentours des 20 000, 19 000, on a retracé 23,6%. Si on retrace 38,2, qui est, on va dire, le premier retracement d'envergure, on est à 16 000. Et si on retrace 50%, qui est quand même raisonnable, on est à 13 008. Ça veut dire que là, actuellement, en étant à 25 000, si on divise par deux, qui semble dans l'esprit de beaucoup une catastrophe, on ne fera qu'un retracement de 50%, de 11 ans de hausse. Voilà, donc il faut quand même garder ça à l'esprit, que il n'y aura pas de catastrophe, et c'est complètement dans les tuyaux, de pouvoir retrouver donc un Dow Jones revenir donc sur les 50%. Alors même si effectivement donc, les banques centrales sont très prolixes avec leur programme de flux, à un moment donné, donc, on va se poser la question, si c'est tellement facile donc d'imprimer des billets, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? En fait, aujourd'hui, donc la seule chose qu'ils ont encore comme force, les banques centrales, c'est la confiance. Sans ça, de toute façon, les flux, on pourra mettre même 100 000 milliards de dollars, ça n'aura plus aucun effet. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt forcément
ce que l'on remette en confiance, en question leur confiance, parce que sinon leur programme donc ne servira à rien. Donc là ici nous avons d'autres vagues en ABC, donc qui étaient dans la montée ABC. Et derrière effectivement donc nous pouvons avoir donc la fameuse vague en A, grand A. Ici, le grand B et le C, c'est commun à toutes les autres. On voit également que pour monter très haut sur le Dow Jones, ça va être très compliqué, puisque nous avons donc ici en weekly les moyennes mobiles, enfin du moins les bandes Bollinger, qui sont aussi des moyennes mobiles, très particulières, avec un écart type forcément. Donc, mais elles se resserrent considérablement, donc je ne vois pas vraiment comment, avec des bandes Bollinger qui descendent plein pot, comment on peut avoir donc un Dow Jones qui repasse les 29 000? Je ne vois pas. Et en plus de ça, nous avons également donc des gaps qui nous ouvrent les bras. On voit également que l'inflexion également de la tendance qui était donc très fortement orientée à la baisse, et bien là on voit que la DX baisse complètement et que là globalement entre le D plus et le D moins, il n'y a plus rien. On est en weekly, on est d'accord. Mais quand même, voilà, donc c'est quand même bien aussi donc d'avoir une vision weekly donc dessus, surtout qu'en plus on est vendredi. Sur la partie H4, et bien pareil, on va refaire également donc des triangles, voilà, pour voir donc comment on est sorti. Bon, c'est un triangle un peu, quasiment un triangle rectangle baissier, mais bon. Donc on est sorti par là, on voit qu'on est sorti très tard, encore une fois, on a une moyenne mobile à 144 périodes, on a un H4 qui est plate. Donc faut pas s'étonner donc à un moment donné, donc on manque d'inspiration pour continuer à monter. Et là, donc, je me suis permis donc de faire donc ce trait qui aurait pu rappeler une ligne de coude, une structure en épaule-d'épaule. Là, sur le Dow Jones, puisqu'il code donc sur le marché à terme, on était descendu à moins 200 à peu près. Et là, on voit qu'on remonte. Donc là, c'est intéressant, donc, cette pointe basse. Cette pointe basse ici est super intéressante sur le Dow Jones, puisque on cote sur la pointe basse à 25 440. Et actuellement, on est à 25 650, 700, grosso modo. En dessous de cette pointe, nous devrions avoir une forte accélération baissière. Donc voilà, ça c'est la pointe donc à ne pas casser. D'ailleurs, tiens, pour lundi, on en reparle. Je la place comme ceci, comme ça on l'aura à l'œil. 25 440. Je vais mesurer pour voir si effectivement c'est bien ça. Le point bas, donc il est à 25 437. Allez, c'est bon, on va le laisser comme ça. On n'est pas à 3 points près. Et on termine par l'euro-dollar. Alors regardez, ça ressemble, mais pas vraiment. Ce que l'on voit à droite, effectivement, donc nous avons donc un euro-dollar qui forme quelque chose comme ça. Encore une fois, festival des triangles, comme un client tout à l'heure, donc s'est amusé à le dire, ou des biseaux. On peut même leur monter jusque là si on veut. Voilà, donc actuellement nous avons donc un euro-dollar qui est compris aussi dans un triangle ou dans un biseau, comme vous voulez. On avait eu donc à un moment donné donc des moyennes mobiles qui étaient très très haussières et qui actuellement donc sont aplaties. Et si on veut donc changer de direction, c'est la meilleure façon, hein. On aplatit donc les moyennes mobiles et après on peut tomber. Mais bon, je ne dis pas donc qu'on va aller à la cave non plus, mais bon. Et à gauche, qu'est-ce que l'on a? Je vous dis pas qu'encore, où je voulais en venir, le côté magique, mais quelque part, si on regarde bien, eh bien, on a une structure, regardez voir un petit peu, ici, qui rappelle quoi? Qui rappelle une structure en épaule-tête-épaule, on est d'accord, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, on va dire une structure en tête, ici une structure avec une épaule à gauche, et ici une épaule à droite complexe, hein, on va dire. Et si on a bien cassé, ici on fait un backtest sur la ligne de coup. Très classique en fait, hein. Très très classique. Et là, ce que je vais faire, je vais pousser le bouchon un peu plus loin en prenant ici. Regardez voir. Quand je disais que c'était magique. Parce qu'en réalité, donc là, ce que l'on voit ici, donc l'euro-dollar, il est en mensuel. Ça veut dire que si on remonte donc là à la genèse du départ du graphique, on est on est le 3 janvier 99. Quand même. Et nous trouvons donc le point bas qui est aux alentours des 82, 0,8225.
donc le point bas, et le point record de l'euro-dollar à 1,60. Bonjour le grand écart. Mais ce que l'on peut voir surtout, c'est que on est vraiment en tendance très baissière. Même si effectivement là on a quelque chose qui ressemble à un double bottom, on a quand même des moyennes mobiles qui sont très baissières. On a également donc une oblique qui toise carrément les prix, qui est très baissier. Et si on veut pousser encore le bouchon un peu plus loin, eh bien on aurait quelque chose qui soit ici, on tire une oblique comme cela, ou soit si on est vraiment méchant, on coupe les mèches, et on a quelque chose qui pourrait ressembler à une future épaule, tête épaule, épaule, tête, peut-être épaule, qui pourrait envoyer donc l'euro-dollar au tapis. Donc ça voudrait dire qu'on aurait un dollar XY qui monterait au firmament. Bon, on va passer en weekly quand même. En weekly, ce que l'on voit, alors même chose, normalement on doit retrouver à peu près pareil, même si parfois les obliques ils bougent un petit peu. On peut peut-être mettre une autre moyenne mobile à 377 périodes. Voilà. Il faut que je termine. Voilà, ça va être trop long. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que toutes les moyennes mobiles sont très baissières et que malheureusement, l'euro-dollar donc n'a a priori aucune chance de repartir à la hausse, en tout cas pas de façon imminente. Et que globalement, donc, si on doit faire des trends, enfin en tout cas des trades à l'intérieur des trends, eh bien, il faudra peut-être plutôt les orienter plutôt à la baisse qu'à la hausse. C'est d'ailleurs pour ça qu'après tout, quand on regarde en H4, je ne dis pas que ça va arriver demain, mais globalement, on pourrait peut-être avoir quelque chose qui pourrait être plutôt dans un futur baissier. Bon, ça sera précisé, on verra si on fait une recommandation. En tout cas, je vous souhaite maintenant donc un bon week-end. J'ai été vraiment très long. J'espère que ça vous a quand même plu, toutes ces études sur les indices. Et pour terminer également sur l'euro-dollar, avec le côté magique justement, donc de voir que nous pouvons avoir des structures comme ça qui se retrouvent avec une épaule, une oblique et avec donc une ribambelle donc de sommets qui viennent se cogner sur cette oblique. Ça veut dire qu'effectivement, hein, si on arrive à passer là, ça sera quand même un bon travail de fait pour oublier toute cette partie de consolidation qui est plus un appel à l'euro-dollar à venir retrouver les 0,80 que d'aller chercher plutôt les 1,30. Enfin, en tout cas, on verra comment ça va se passer par la suite. Bon week-end, à bientôt. Protégez-vous avec les stop-loss. Au revoir.